content d'être en votre compagnie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, si vous êtes là depuis le début et que vous regardez Live TV depuis hier. En tout cas, depuis toujours, on dira merci de choisir de nous regarder sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Je suis très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Et je ne suis pas seul sur le plateau. Il y a toujours à ma gauche mon cher ami Élisée Boloubeu. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Très bien, moi aussi. Votre journée? Oui, c'est très bien passé. Très bien. Vous étiez au plateau? Oui, j'ai pris part à une formation dispensée par l'ANP sur, disons, les nouvelles lois qui régissent un peu le secteur de la presse. Ouais. Et donc, je suis allé m'imprégner, en tout cas, des nouvelles lois, de ces lois-là, de ces nouvelles réformes-là. Et je profite, en tout cas, de l'occasion pour saluer Diarra Mohamed du côté de Koumassi, qui en tout cas, dont la soeur m'a fait montre de sa sympathie. Je voudrais vraiment en tout cas lui dire encore merci. Non, l'histoire est assez rocambolesque. Non, pas du tout. Elle est très loin digne d'un film de Maya l'abeille. Non, pas du tout. Vous me dites, oui. Vous saluez M. Diarra. Oui, Diarra Mohamed. M. Diarra Mohamed. Précision, à Koumassi. Jusqu'à présent, je me dis, Élisée Boloubeu salue Diarra Mohamed. Voilà, c'est bon. Et puis, c'est bon. Mais sauf que Diarra Mohamed, oui. En vrai, c'est pas lui vraiment qui salue. Non, parce que c'est Diarra Mohamed, à travers sa sœur qui a... Non, c'est lui qui salue parce qu'il passe la commission à sa sœur en ma présence pour qu'elle me passe le message. Parce qu'il n'est pas là, sa sœur dit que c'est un fan. Donc, puisqu'elle est un fan, elle l'appelle séance tenante et lui maintenant transmet le message de salutation. Je pense qu'il est très précis, c'est très clair. En tout cas, pour un esprit qui est vraiment éclairé, c'est vraiment clair. Oui, nous, on est très bêtes. Ouais, j'avoue que moi j'avoue que j'ai compris, parce que j'ai vraiment envie d'être considéré comme un esprit éclairé. Merci donc j'ai compris. Mais je n'ai pas compris. Je promets que j'aurais dit j'ai compris. Bonsoir, docteur, comment allez-vous? Bonsoir, mon Brico, ça va. Ça va très bien. Oui, ça va. Vous êtes un esprit éclairé? Bon. Vous étiez au plateau? Oui, j'étais aussi au plateau à un anniversaire aussi. Ah bon? J'ai travaillé entre midi et 2. Je suis allé voir Soro Tsiboko qui fêtait son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire encore à toi. Il est chargé d'études. Quelque part là-bas. Quelque part. Il n'a pas un message pour sa sœur, lui? Non. Lui, il n'a pas de message pour sa sœur. Dieu merci. Voilà. Alhamdoulilah. Isabelle Vauvard est avec nous ce soir. Bonsoir Isabelle, comment ça va? Salut Brice, bonsoir chez vous. Très bien. Là, avec les couleurs, tout ça, vous êtes assortis quand même au décor. Oui. Je crois que vous avez pensé aux couleurs. Je crois que c'est le même. On va dire merci à Guy Serge. Non, c'est les mêmes d'ailleurs. Mais on apprécie, c'est joli, c'est joli ce que vous avez mis là. Merci. Vous étiez à Cocody aujourd'hui? Aujourd'hui non, plutôt au plateau. Au plateau? Oui, au bureau. Très bien. J'essaie de voir comment vous vous déplacez. Ils se déplacent au plateau. Ouais. Donc finalement, il y a un bon groupe qui va vers le plateau. C'est ça. Bon. Mais moi, ça me faisait quand même quelques jours que j'y étais pas arrivé. Élisée, merci. Franchement, j'avoue que vous n'avez pas dit ça. Non, c'est pas ma zone de prédilection. Vous avez juste précisé en fait. On risque d'arriver dans tout le Dulabougou. Ouais, franchement. Bon, je vais donner ma langue au chat. Parce que je suis sûr que M. Alain Toussaint, lui, n'était pas au plateau. Bonsoir Alain, comment ça va? Non, je n'étais pas au plateau. Vous n'étiez pas au plateau. Je vais bien et vous-même? Ça va très très bien, merci. Ça va. Je peux savoir où vous avez... J'étais à l'île Boulay, à la baie des milliardaires, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, je suis allé faire un peu de piscine, marche, détente. Mais je comprends pourquoi vous resplendissez de la fraîcheur. Ça ressemble à un planning de bourgeois. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est d'ailleurs ça qu'il faut qu'on comprenne. Souvent, on se dit, il y a des activités qui sont réservées aux babatiers. Alors qu'en vrai, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. C'est juste une question de choix, d'organisation. Il y en a qui préfèrent gaspiller beaucoup d'argent pour aller dans une boîte de nuit. C'est vrai. Alors qu'ils peuvent mettre peut-être moins que ça pour se retrouver... Où j'ai pas mis les pieds depuis des années. Ah ben voilà. Les boîtes de nuit, par exemple. Par exemple, voilà, alors que vous aimez nager, donc vous vous organisez pour que vous puissiez nager dans de bonnes conditions. Et puis surtout faire découvrir, parce que j'ai une amie qui est arrivée du Québec. Voilà, donc elle repart dans 48 heures. Donc c'était l'étape qui nous manquait. Après d'autres endroits. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Franchement, je pense que Côte d'Ivoire Tourisme devrait franchement vous décerner un petit point parce que vous êtes un vrai guide. Je pense. Très très bien. Bon, je vais dire bonsoir à Madame Condé, Malika Mourad. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait, Brice? Écoutez, moi j'étais sagement à la maison. Oh Oui, j'étais sagement. Vraiment? Non.
Ah ben voilà, parce que je connais mon Vous gars. savez, vous me connaissez, Alain, vous me connaissez. Et je n'arrive pas à vous cacher des choses. Ah ben, Donc, franchement. bon, je faisais des choses ça et là. D'accord. Je vous dirai ça, mais si je vous dis ça tout de suite, eh bien, je serai obligé de vous tuer. D'accord, C'est le principe. on est impatient, voilà, on attend. Bon, allez, on a fait le tour, hein. Tout le monde s'est bien installé. On va tout de suite s'intéresser à notre info du jour numéro 1. Eh bien, c'est Gianni Infantino. C'est un nom qui vous rappelle de bons souvenirs, j'espère. Bonne nouvelle, bon, enfin, en tout cas pour lui, c'est sa vie. Hein. Et il a été réélu à la tête de la FIFA. Élisée Boulougueux, je me tourne vers vous. En spécialiste sport qu'on vous connaît. Ah ben voilà. Gianni Infantino, Ouais, votre ami personnel. Oui, C'est évident, non? Gianni Infantino, l'Italo-Suisse, président de la FIFA depuis 2016, suite, je dirais, à la démission forcée de Sepp Blatter, qui a pris les affaires en main, a été donc réélu à la tête de la FIFA par les 211 fédérations qui composent la FIFA. Donc, les délégués qui étaient là l'ont élu, mais on n'a pas pu, parce que c'était le candidat unique en fait. Donc, selon les informations en notre possession, on n'a pas pu dire exactement s'il y avait eu des dissidences ou pas. Mais toujours est-il que les 211 délégués étaient présents pour faire le vote et la grande majorité, en tout cas, lui a accordé leur voix. Très bien. Je pense que c'était quand même Quel bilan du mandat précédent de Gianni Infantino pour qu'on puisse savoir à quoi on devra s'attendre pour la suite, Élisée? Ben déjà, controversé? Non, je ne dirais pas controversé. Gianni Infantino, bon, c'est vrai, il a eu quand même trois affaires qui sont pendantes au niveau de la justice. Tout porte à croire que quand on est à la tête de la FIFA, on est toujours abonné à la justice, parce que c'est ce qui a fait partie de Sepp Blatter. Gianni Infantino traîne des casseroles encore, il a des affaires en justice qui sont encore pendantes, qui certainement vont le poursuivre durant tout ce mandat. Mais si on veut aller sur la base du rapport qui a été produit, le rapport d'activité, on note quand même une amélioration, surtout sur l'aspect financier. Là où très souvent, ce n'est pas le fort au niveau de la FIFA, parce que les précédents présidents qui ont dû partir, Manu Militari, notamment celui de Sepp Blatter, étaient accusés de corruption. Donc là, on enregistre quand même une amélioration de sa gestion financière, parce que là, on nous dit que le bilan financier solide enregistre une hausse de 18% des revenus et de 45% des réserves, ce qui donc permettra à la FIFA, selon les propos de Gianni Infantino, d'accorder plus de subventions aux fédérations et aux équipes de foot. Très bien. À tous les trois, enfin à tous les deux autres, hein, parce qu'Isabelle, bon, je connais son rapport au foot, à tous les deux autres, mais bon, c'est une journaliste, donc elle s'intéresse à l'actualité. Alain et Daouda, je vais commencer par Daouda, à ma gauche. Gianni Infantino et l'Afrique. Moi, je pense qu'il a de très bons rapports avec l'Afrique. Il vient régulièrement, notamment il est venu ici en Côte d'Ivoire. Il a beaucoup parlé, il a essayé de calmer le jeu quand on était encore dans la situation du CONOFIF, finalement, qui a trouvé une issue heureuse. Mais ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est que c'est vrai qu'il a été élu sans opposition vraiment au niveau de cette élection. Mais j'avoue qu'en termes de gouvernance, en fait, il a instauré beaucoup de réformes, notamment des congés de maternité pour les femmes qui jouent au football. Ça, je pense que c'est déjà bien. Et il a mis en place des procédures disciplinaires qui protègent en fait les femmes contre les violences sexuelles. Quand on sait que nous sommes dans le mois de la femme, j'avoue que même si certains décrient son mandat qui a été émaillé de beaucoup de situations en justice, j'avoue que quand quelque chose aussi est bon, il faut avoir le mérite de dire que c'est bon. Voilà. Ok. Alain? Oui, je pense que manifestement, il a un bilan positif. Et il a, comme on dit, effacé un peu, en quelque sorte, les traces de son prédécesseur, Joseph Blatter. Je voulais juste relever le point qui concerne ses rapports avec l'Afrique, avec une forme d'entrisme de la FIFA au sein de la Confédération africaine de football. En 2019, et pendant quelques mois, il avait imposé à la CAF une sorte de délégué auprès de la FIFA auprès de notre confédération. Et cette décision avait été à l'époque dénoncée par les responsables de la CAF, et ce qui avait contribué un peu à, comme on dit, cristalliser. Voilà, ses relations, en tout cas dégrader ses relations avec l'ancien président de la CAF. Et il a d'ailleurs poussé à la porte. Aujourd'hui, le football africain n'est pas dirigé par la Confédération, hein, celle qui est en Égypte, mais elle est dirigée depuis Zurich, avec un président de la FIFA qui veut absolument avoir sous son contrôle les 54 membres de cette confédération, qui est la plus importante après l'UEFA,
ou même, je pense, juste avant l'UEFA, je pense qu'il doit y avoir une différence d'une voix entre la CAF et l'UEFA. Donc moi, je pense que la question de la gouvernance aussi de la CAF, parce que l'objectif pour nous, c'est que demain, un Africain puisse aussi diriger cette fédération mondiale. On ne doit pas être simplement des apporteurs de voix au moment des élections, parce qu'on l'a vu, moi je pense que ce n'est pas du tout démocratique. Quand vous avez une fédération internationale qui organise des élections et le président est désigné par, comment on dit, à l'unanimité, sans qu'on sache exactement, comme Élysée l'a relevé, quels sont les dissidents, alors qu'il y en a, parce que sa gouvernance n'est pas forcément, comme on dit, ne fait pas forcément l'unanimité. Donc il y a quand même il y a un problème aussi. Voilà, il aura peut-être réussi, Alain, plutôt que d'imaginer qu'il y a une forme de pression sur les autres. Peut-être qu'il a réussi à fédérer l'ensemble des positions autour de la sienne. C'est l'Afrique qui, en tout cas, lui a donné la victoire. Et on sait un peu la faiblesse de nos fédérations et la faiblesse de la Confédération africaine de football. Et on a vu la façon dont M. Infantino a agi ou réagi vis-à-vis de l'ex-président de la CAF. Donc c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui le football c'est de la diplomatie, c'est de la politique et nous devons avoir un poids mais en étant autonomes. Et Élysée, justement, je ne vous ai pas entendu parce que tout à l'heure quand vous parliez du bilan de M. Infantino, je vous entendais le dire qu'il était plutôt réduisant. J'ai évoqué surtout l'aspect financier. Oui, voilà, mais sur un autre aspect, je sais que vous avez été de ceux qui avaient sorti cette fameuse phrase dites à Gianni Infantino d'arrêter d'infantiliser. C'était bien de vous ça. Oui, mais c'est vrai parce que on est tous contemporains de l'histoire. Gianni Infantino, quand même, avec l'Afrique, il y a eu certains écueils. Je veux revenir, par exemple, sur cette... Ça me rejoint. Ouais, oui, certains écueils. Il y a eu certains écueils avec l'Afrique. Je me rappelle de sa proposition qu'il avait faite lors d'une assemblée de la CAF en Égypte, où il avait souhaité qu'on passe de la CAN de 2 ans à 4 ans, qui avait suscité, en tout cas, vraiment une indignation dans l'aspect footballistique. Il avait même été, pour rappel, accompagné dans sa logique là, par certains hauts footballeurs ivoiriens, dont notre compatriote Didier Drogba à l'époque. Mais la plupart des fédérations ont crié leur niette parce qu'elles ont estimé, et ça c'était à juste titre, que c'était pour nous, chaque 2 ans, ça permettait quand même au continent de sortir de ces déboires qu'on connaît, de passer vraiment un moment de façon festive. Vouloir faire 4 ans, c'est encore nous mettre dans des situations un peu difficiles. Donc ça, il y avait déjà ce premier point. Le second point, c'était l'élection du président de la CAF. On a vu un peu comment il a manœuvré Gianni Infantino. Je peux dire qu'aujourd'hui, Patrice Motsepe, à la limite, a été imposé. Voilà, a été à la limite imposé. Parce que si vous vous rappelez bien notre compatriote, Jacques Anoma, a été purement et simplement ostracisé, muselé même à la limite. Aujourd'hui, il occupe quoi? Un poste juste de conseiller du président de la CAF. Parce qu'il a écarté tous ceux, même le président de la fédération sénégalaise, Senghor. Il a pratiquement écarté tout le monde. Et il a maintenu Motsepe parce qu'il a des relations particulières avec Motsepe. Aujourd'hui, Motsepe est le président de la CAF. Et il ne se passe pas de temps sans qu'on ne voie Motsepe et sans Gianni Infantino. Ils sont constamment tout ensemble. Donc, c'est dit quelque part, quand même, je pense qu'à un moment donné, il faut que Gianni Infantino comprenne. Et que même nous, nos fédérations, nos dirigeants de sport en Afrique, comprennent que, bon, on doit quand même porter notre voix. Ce d'autant plus qu'aujourd'hui, on aspire, nous aussi, à accueillir la Coupe du Monde après l'Afrique du Sud en 2010. J'ai dit ça faisait déjà un peu long. Il faut qu'on essaie à notre niveau de nous imposer aussi et de montrer qu'on a quand même du coffre, qu'on ne peut pas toujours se laisser mener par la bague comme des enfants. J'ai une question pour vous, Élysée Poulougou, et certainement avec Alain, vous portez cette position-là. Comment on démontre qu'on a du coffre? Comment on démontre? C'est bien de le dire, vous l'avez dit tout à l'heure, il est important qu'on montre qu'on a du coffre. Mais comment on fait ça? De façon très pratique. Qu'est-ce que ces candidats, ces fédérations, comment doivent se comporter pour pouvoir démontrer ça? Mais dans un premier temps, moi, je pense que la meilleure manière de démontrer déjà qu'on a du coffre, c'est d'adapter ou de moins de se mettre au diapason de la situation environnementale de l'Afrique. Ça veut dire que quand on va à des congrès de la FIFA, il faut qu'on puisse faire entendre la voix de l'Afrique. Parce que souvent, il y a des décisions qui sont prises au détriment même de l'Afrique. Bien sûr. Il y a des décisions qui sont prises au détriment même de l'Afrique, mais on arrive même pas... Qu'est-ce qui fait justement que ces Africains... Il y a aussi, non, il y a le pouvoir de l'argent. Ça, vous savez que la FIFA brasse énormément d'argent, la FIFA. Donc, il y a des corruptions, il y a beaucoup de choses qui sont faites en bas. Et malheureusement, nos dirigeants, pour plusieurs dirigeants de foot africains, se laissent vraiment embobiner dans cette histoire. Il faut faire entendre la voix de l'Afrique. Des réformes, quand on doit les prendre, il faut qu'on se rassure que ces réformes-là participent à développer le football sur notre continent. Il faut qu'on revendique aussi certains avantages qui sont accordés à des fédérations comme des fédérations en Occident. Donc il faut aussi que ça, on essaie à un certain moment de faire entendre notre voix sur ce sujet. Ça peut ne pas prospérer, mais au moins que le monde entende notre position sur certaines situations.
Vous désespérez de voir un jour un Africain à la tête de la FIFA? Mais on aspire tous. Oui, on aspire, mais je ne pense pas que ce soit franchement Vous une maintenant. obsession voilà, particulière. Je dis, peu importe la couleur ou l'origine de celui qui dirigera la FIFA, il faut seulement qu'on comprenne que la démocratie, c'est le grand nombre. Quand vous avez 54 pays, c'est-à-dire, là, on parlait tout à l'heure de 211 pays votants, enfin délégués, toutes et les l'Afrique, fédérations membres. c'est 54, c'est autour de 25%. Et donc, nous sommes toujours les apporteurs d'eau. Donc, il faut, quelque part aussi, qu'un jour, peut-être, on puisse nous-mêmes mettre en place un représentant à même de diriger le football mondial. Maintenant, sur l'aspect concernant le déplacement de la CAN, je pense que M. Infantino l'avait fait à dessein parce que son obsession aujourd'hui, c'est de créer une Coupe du monde des clubs. Or, le calendrier international, les calendriers internationaux même, ceux de l'UEFA et ceux de la FIFA et même des autres confédérations étant chargés, il lui fallait absolument délester ce calendrier international de 2 années pour lui permettre d'organiser sa compétition. Voilà, donc finalement, je pense qu'il n'a pas de considération pour nous. Parce que quand il s'agit d'élire des représentants de la CAF, il vient, il fait sa loi, il a imposé le Sud-Africain et il a mis dehors son prédécesseur, M. Ahmad. Voilà, moi je pense que quelque part, il faut que la gouvernance du football africain relève exclusivement des Africains. Et la FIFA étant une fêtière, c'est comme ça on dit, hein, donc celle qui est au-dessus de toute la confédération, elle peut collaborer, coopérer. Et puis, voilà, c'est tout, mais elle ne doit pas s'immiscer dans la gestion quotidienne du football africain. Isabelle, globalement, hein, on a envie de dire, c'est une question d'organisation, c'est une question de moyens. Oui, tout à fait. Mais moi, au niveau de l'actualité sportive actuellement, ce qui a véritablement retenu mon attention, c'est vraiment l'inauguration du stade avec Giovanni et le président Kagame. Donc, ils ont dénommé en fait ce stade Pelé. Donc, quand on sait ce que le roi Pelé a représenté pour le football mondial, je pense que c'est bien. Il faudrait aussi que d'autres pays puissent suivre la mouvance. Très bien. Juste un mot à l'actif du président de la FIFA. Effectivement, on aura 9 représentants de l'Afrique à la prochaine Coupe du monde, parce qu'on passe à 48 pays maintenant, 48 nations. Je pense que ce n'est pas mal. On n'est pas loin de l'UEFA, donc l'Europe qui a 16, et puis bon, les autres qui sont à 8 ou 6. Je vois bien Gianni Infantino en ce moment en train de faire... Bon, vous voyez... Oui, mais c'est pas encore... Il n'est pas tout noir, c'est l'occasion de le dire. Il n'est pas tout noir, le tableau. Non, mais sinon, on pourrait maintenir le 22 et puis réduire l'effectif de l'Europe, hein. Ou bien réduire l'effectif de d'autres continents qui étaient moins que nous. Oui, mais en fait, il y a un enjeu économique, parce que ce football, quand il est diffusé en Europe, il rapporte plus d'argent que lorsqu'il est diffusé en Afrique. Les chaînes de télévision payent les droits, etc. Donc, effectivement, les pays qui financent le foot doivent avoir plus de représentants parce que les Français iraient voir les matchs de l'équipe de France, les Suisses, etc. Gianni Infantino, il a juste envie de dire, vous avez quoi en quai? Chaque fois qu'on lui trouve un petit avantage, vous le cassez. Bon, en tout cas, on est content. Et justement, je pense que cette réélection-là et ce moment-là, c'est aussi l'occasion pour les uns et les autres de faire un bilan et puis donc de se projeter d'une meilleure façon pour la suite. Bon, les amis, on va s'intéresser à l'actualité nationale. Et puis, c'est une vidéo du jour que je vous propose. Eh bien, elle met en scène des individus qui interpellent donc la députée Odette Lorugnon à son domicile. On regarde la vidéo et on en parle. Allons-y. Merci beaucoup. Nous sommes ici à la résidence de Odette Lorugnon. Nous sommes venus poliment et tranquillement, gentiment, venir interpeller notre maman Odette Lorugnon. Parce que pour nous, c'est une maman. Il est important pour nous, jeunes de Côte d'Ivoire, de l'interpeller sur ses dires et son discours de haine à l'encontre de la Côte d'Ivoire et de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que le premier des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. J'avoue personnellement que je condamne ce genre d'acte parce que c'est aller même contre la liberté d'expression qui est inscrit en grande place dans notre Constitution, qui donne le droit à chacun de s'exprimer librement. Parce que si chacun de nous, avec tous les propos qu'on tient, si on devait aller toquer à la porte de chacun, arrivé à ce moment, je pense qu'on n'allait pas pouvoir s'en sortir. Donc, je condamne fermement ce genre d'acte-là parce que pour moi, ce n'était pas nécessaire. Mais par contre, aussi, je condamne aussi les propos de Marie-Odette Lorugnon que j'ai trouvé un peu discoutoires, un peu à l'emporte-pièce, quand on sait
le contexte qui régissait toute cette histoire des 49 soldats, il y a eu un jugement. Les Maliens eux-mêmes ont reconnu que ce sont des Ivoiriens, au nom de quoi aujourd'hui elle vient et dit oui, ce sont des mercenaires. Hassan Ouattara a pleuré partout, tout et tout. Moi, sincèrement, je condamne les deux actes, mais j'avoue que ce que Abdoulaye Ouassai et ses camarades ont fait, ce n'était pas nécessaire. Oui, mais bon, parce que la justice, le procureur de la République pouvait se saisir de cette affaire. Mais quand on dit mercenaires, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont étrangers. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Voilà, ils peuvent être ivoiriens et mercenaires. Bon, mais n'empêche que nous tous, quand on connaît le contexte dans lequel les soldats ivoiriens se sont retrouvés au Mali, on sait tous le terme mercenaire, qu'est-ce que ça voulait dire? Voilà. Non, je rectifiais juste, parce que je crois que dans un... Voilà, non, voilà. Il faut mettre les choses dans leur contexte. On va revenir, donc on revient à ce qu'on a vu, parce que c'est ça qu'on va commenter ce soir. Eh bien, que des personnes se rendent au domicile de Mme Odette Lorugnon pour lui parler. Oui, je pense que ce sont des faits très graves, mais qui sont aussi révélateurs de comportements totalement inacceptables. Il y a une vingtaine d'années, sous Laurent Gbagbo, ce sont des jeunes patriotes aussi qui intimidaient les responsables de l'opposition, faisant preuve d'un certain zèle. Et à l'époque, on avait M. Al-Mustafa, donc le supporter de toute la République, qui en 2004 menaçait des responsables du RDR. Il a réitéré cela en 2020 face à des chrétiens qui voulaient marcher, etc. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui préemptent l'espace public, je ne sais au nom de quelle valeur, et qui veulent rendre une justice, enfin, qu'ils sont les seuls à comprendre, mais qui sont-ils ceux-là? Et en plus, ils ont un mot à la bouche, et nous les jeunes, mais ceux-là, ils sont jeunes. 2023, c'est l'année de la jeunesse, mais pas des gens qui ont perdu tout sens. Ce n'est pas normal. Au nom de quoi? Et donc, on attend aussi là, excusez-moi pour terminer, que la justice, quand même, apporte une réponse à cette intrusion au domicile d'un citoyen. Ce n'est pas normal. Et de ce que je pense avoir comme information, c'est que Mme Odette Lorugnon aura porté plainte après avoir vu peut-être cette vidéo. Donc, oui, aurait porté plainte, j'insiste. Sous peine, nous réserve de confirmation. Élisée Bouloubou avant Isabelle. Ben, je pense que c'est un acte à condamner. Moi, je le dis franchement, ce n'était pas nécessaire, ou bien même, c'est même pas indiqué. C'est un acte de trouble à l'ordre public. C'est le droit de ces jeunes-là, s'ils estiment que Odette Lorugnon a tenu des propos qui sont des propos de nature à susciter une révolte, ou bien qui nécessitent un reproche, ou bien qui nécessitent qu'il y ait une action judiciaire, mais de saisir les pouvoirs publics régaliens à cet effet. Soit on va à la police, on porte plainte en bonne et due forme, ou on saisit le procureur de la République qui lui diligente ce qu'il y a à diligenter. Mais on ne peut pas se faire soi-même justice, se rendre au domicile de quelqu'un. Et puis, même si on est venu avec la plus grande courtoisie, ce n'est pas la chose la plus indiquée à faire. Et puis ça, souvent, je me dis, même quand ils font des choses, est-ce que les gens ne réfléchissent pas? Ça, c'est un acte de flagrant délit. Bien sûr. Parce que là, c'est une pièce. Il y a une petite menace pour la fin de la vidéo. Il est dit, c'est pour la dernière fois. Oui, donc menace, oui. Voilà, donc c'est des actes même de flagrant délit. Parce que là, vous venez vous livrer en pâture à la justice. Parce que ça, c'est des éléments qu'elle peut mettre, qui peuvent être à charge contre vous, qu'elle peut brandir. Tout le monde l'a vu, la vidéo. Donc, à un moment, il faut quand même savoir avoir de la retenue et puis faire preuve d'un peu de sagesse. C'est important. Et moi, ça me fait d'autant plus mal que ce soit des jeunes en plus. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se battre à longueur de journée. Tout ce qu'on fait, les programmes que le gouvernement met en place, nous tous ici, même toutes nos interventions, tout ce qu'on dit, c'est dans le but vraiment d'amener la jeunesse à pouvoir tourner dos à la violence et à réorienter définiquement sa trajectoire. La violence, c'est toutes ses formes. C'est toutes ses formes, sur la voie de la responsabilité. Donc ça fait encore mal que pendant qu'on décrète une année de la jeunesse, on veut responsabiliser davantage des jeunes, que certains encore viennent poser de tels actes. C'est vraiment, vraiment en contradiction de l'objectif. Et je crois que c'est des choses à condamner. Maintenant, on ne reviendra pas sur ce que la députée a dit, parce que je pense que Daouda en a suffisamment fait cas. C'est vrai que c'était, pour moi aussi, c'était des propos vraiment, vraiment des propos très graves et qui nécessitaient quelque part peut-être que il y ait une interpellation pour qu'elle s'explique, parce que ça aussi, c'est pas normal qu'on tienne de tels propos. J'imagine les parents de ces personnes-là qui aujourd'hui se voient, ils ont fait 6 mois là-bas. On voit l'angoisse de toutes ces familles-là et qu'on vient traiter leurs enfants aujourd'hui, ou bien leurs parents ou leurs époux, d'être des mercenaires. C'est des choses quand même qui sont choquantes. Moi, je me dis, c'est pas parce qu'on est politicien et qu'on a la capacité ou bien la liberté de prendre la parole qu'il faut dire aussi tout et n'importe quoi.
il y a un peu quand même de retenue qu'il faut avoir. Il y Mais a un peu de après, responsabilité qu'il faut la vraie avoir. question à se poser, et je crois que c'est pour ça que c'est important, qui est ce que vous avez appelé donc une interpellation, disait Boulougbe, savoir si Mme Odette Lorugnon a les preuves de ce qu'elle affirme. Bon, En fait, je ne sais pas. Vas-y, Isabelle. Allez-y. Non, je vais d'abord m'exprimer sur la sortie de Hawassa Abdoul. Moi, je pense que si il avait tenu de tels propos dans une salle devant un parterre de journalistes en mode conférence de presse, ça n'aurait pas eu le même impact que ce qu'il a fait. Donc aller comme ça chez quelqu'un et puis avoir un tel type de langage, je trouve que c'est vraiment condamnable. Voilà. Maintenant, après ce que Odette Lorugnon également a dit, c'est condamnable également. Donc il faut regarder aussi le fond et la forme avant de faire ce genre de sortie médiatique. Je pense qu'il voulait sans doute marquer le coup, parce que quand même les propos de Odette Lorugnon étaient graves, mais pour le coup sa sortie était très mal ficelée. Mais tu sais qu'en même temps, Hawassa, il est abonné à ce genre de Oui, il d'actes. l'avait déjà fait. Parce qu'il a fait chez le l'ex-président Bédié où il est venu verser. Non, il est venu verser du sang. Non, c'est pas du sang, c'était du vin. Non, il a dit, au début on a regardé, on dit du sang. Et lui-même, après explication, il dit que c'était du bissap mélangé à de la peinture, tout et tout. Mais c'est un acte assez violent. J'avoue que c'est un acte assez violent. C'est pour ça que j'ai parlé de violence. C'est parce que j'ai parlé de violence. Non, j'ai parlé de violence sous toutes ses formes. Donc, du coup, moi je vais dire, qu'est-ce que Abdoul Hawassa a à être plus royaliste que le roi? Parce que je pense que Alassane Ouattara a tous les leviers de la République pour demander des comptes à Odette Lorugnon. Donc, à un moment, il faut qu'Abdoul Hawassa sache raison garder. L'État est là, nous sommes dans un État sérieux, responsable, où la justice règne. Donc il n'est pas de la responsabilité de Abdoul Hawassa d'aller demander des comptes à Marie-Odette Lorugnon, tant bien même que les propos qu'elle a tenus ne sont pas bons, ne sont pas justes. Et je pense qu'il est clair en la matière, aucun Ivoirien n'a le droit d'aller chez quelqu'un, toquer à la porte de quelqu'un. Non, ne parle plus d'Alassane Ouattara, ne parle plus du président Bédié, ne parle plus de Gbagbo Laurent. Sinon, à ce rythme, nous qui sommes tous sur ce plateau-là, finalement, on allait toquer toujours à notre porte. Parce qu'on parle tout le temps des gens ici. Heureusement qu'il y a deux types de jeunesse. Il y a cette jeunesse-là qui va aller donc, en intrusion chez quelqu'un pour proférer en fait, ce type de menace. Et puis il y a d'autres jeunes comme Kader Cissé par exemple qui, eux, ils ont tenu une conférence de presse pour condamner donc, les propos de Odette Lorugnon. Voilà. Ça, Après, Alain, je vous laisse terminer avant la prochaine question. Allez-y. Marouilan, c'est quelle suite a donné à ce genre d'acte, au-delà des condamnations que nous on a sur le plateau, quelle suite donner à ce genre d'acte? Comment apprécier? Quelle suite? Non, puisqu'il s'est réclamé du parti au pouvoir qui ne l'a pas envoyé, j'en suis certain. Est-ce que dans la vidéo, à un moment, vous avez... parce que je ne suis pas sûr d'avoir... Par ses actes, on sait très bien qu'il a une affiliation... il est peut-être alassaniste, sans forcément être, parce qu'il a dit Alassane Ouattara, notre fétiche, il est peut-être nationaliste, mais je n'ai pas noté qu'il se réclamait du parti au pouvoir. Moi, je ne l'ai pas noté. Je pense que... Même si tout porterait à le croire... Il n'a même pas parlé par allusion. Il a dit clairement qu'il est un supporter du pouvoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est le pouvoir qui l'envoie. Moi, je pense que c'est un irresponsable. Voilà, c'est un irresponsable. Et il faut que la justice fasse son travail. Maintenant, concernant les propos de Mme Odette Lorugnon, je pense que malheureusement, on personnalise toujours le débat en Côte d'Ivoire. Quand on est opposant, en dehors d'insulter le président ou les opposants, on peut parler d'autre chose. Voilà. Et les propos qu'elle tient vis-à-vis du chef de l'État ne sont pas des propos acceptables. Maintenant, s'agissant... Pardon, Alain, vu que j'ai cette question, vous avez terminé. Oui. Mon autre préoccupation, c'est le timing. Pourquoi Mme Lorugnon maintenant? Mais parce que généralement, les opposants n'ont rien d'autre à faire qu'à bavarder. Que voulez-vous qu'ils disent dans les assemblées? Ils s'ennuient, ils ne sont pas aux affaires. C'est un peu fort ça quand même, Alain. C'est un peu fort. Non, ce n'est pas fort. Écoutez, et je le rejoins. Je pense non, mais ils disent d'autres choses que bavarder. Non, c'est ce qu'ils font, les attaques ad hominem sur Ouattara, sur tel ou tel acteur politique. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on en revienne quand même à ce qui fait l'essence de la politique, c'est d'abord le débat des idées. Maintenant, sur la question des mercenaires, moi je pense que mercenaire, ce n'est pas un gros mot. Mercenaire, c'est un individu armé qui n'est pas membre d'une armée nationale qui se trouve sur un territoire. Là, bien entendu, je vais dire, c'est utilisé dans un terme péjoratif. Voilà, on est ivoirien, corps habillé au Mali. Si on n'est pas
dans l'armée de l'ONU parce qu'on serait dans le cadre d'une mission. Autrement, on est appelé, voilà, on est désigné autrement. Mais je pense que pour moi, cette affaire-là doit faire partie du passé. Les soldats ont été libérés. Je ne comprends pas qu'on puisse encore venir l'exploiter politiquement. À quelle fin? Voilà. Non, mais il n'y a même pas une question en fin de timing. Je pense que quand on n'a rien à dire, ben justement, on s'égare dans des propos de ce type-là. Voilà. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que tout cela ne va pas contribuer à promouvoir le fameux dialogue politique dont l'un des défenseurs est en face de moi, M. Elidé Bouloubeu. Ben, je le défendrai toujours, le dialogue politique. Oui, bien sûr, mais on voit bien le mal qu'ils ont, les uns et les autres, vraiment à poser balle à terre. Oui, parce que justement, ce que nous voyons là, pour dire, bon, on n'est pas d'accord avec les propos de Mme Lorillon, des gens se lèvent pour en parler. Est-ce qu'on peut dire que le dialogue politique a un véritable impact sur les attitudes et les comportements? Absolument pas. Mais voilà. Élysée dira le contraire. Si, j'ai des preuves. Le dialogue politique a permis à M. Demba Traoré d'intégrer la CEI. C'est le résultat du dialogue politique, non? Voilà, donc le dialogue politique a produit des fruits. C'est-à-dire que si 12 résolutions, si 7 ont été appliquées, que 5 sont en train d'être mises en œuvre, ou ont du mal à être mises en œuvre, on ne peut pas dire que le dialogue politique a produit des fruits. Donc je pense que quand même, le dialogue politique est nécessaire et c'est bien de le continuer tant que c'est possible. C'est nécessaire, mais personne ne se plie aux résolutions de dialogue politique. Ne serait-ce même que le bon ton. Par contre, c'est pas tout rose, tout. Il faut trouver quand même. C'est ça. Voilà. En fait, moi, je dis au-delà du dialogue politique, au-delà de tout ce qui a été dit, disons-le clairement, ce n'est pas dans tous les partis politiques, il y aura toujours des leaders qui s'égarent souvent. Voilà. Je pense que Marie-Odile Lorillon s'est égarée, Abdoulaye Ouassar s'est égaré. On va laisser la justice faire son travail. Je suis sûr, on va condamner toute forme de violence, hein, c'est notre credo, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, qu'elle soit dans les propos, donc verbale. Donc... Ceux qui s'égarent, on va peut-être leur trouver un GPS. Non, elle est bonne celle-là. Enfin, pas le même. Hein. On va la pause. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk avec comme participants au débat ce soir, Isabelle Vavor, Alain Toussaint, Sa Majesté Daouda, et puis nous a rejoint Dr Godji et Kwadio Hélène, médecin anesthésiste, réanimatrice. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Docteur, qui aujourd'hui appelle-t-on un anesthésiste? Que fait un anesthésiste? Petit moment de pédagogie. Anesthésiste, alors on fera de la réanimation aussi, on en parlera. On vous écoute docteur. Merci monsieur de me donner la parole. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs. En fait, l'anesthésiste, c'est celui qui vous endort et qui vous évite de souffrir pendant qu'on vous opère ou pendant qu'on pose un acte invasif sur vous. Très bien. Et ça c'est l'anesthésie en fait. Maintenant, l'anesthésiste, c'est celui qui a suivi une formation, c'est-à-dire il a fait 8 années de médecine et après ces 8 années de médecine, il devient médecin généraliste et à la suite de cela, il fait encore 4 années pour devenir spécialiste. Et spécialiste en anesthésie-réanimation. J'essaie de lire entre les lignes. Oui. Quand vous insistez sur le nombre d'années à passer, est-ce pour dire qu'il y a dans ce pays, la Côte d'Ivoire, des personnes qui ne sont pas passées par autant d'années, qui se prévalent ou qui exercent malheureusement ou malencontreusement À ma connaissance, non. Non. À ma connaissance, non. Très bien. Non. Et la réanimation, parce que quand on endort, il faut réveiller. Tout à fait. Il y a des techniques, il y a des façons de faire qui sont scientifiques, qui sont codifiées, et donc on a besoin de toute l'expérience dont vous avez parlé. Oui. Très très bien. Je ne vous cache pas qu'on a entendu, Isabelle, je pense que vous récemment, qu'il y avait des situations où l'anesthésie n'était pas bien déroulée, et puis ça a entraîné des décès. Est-ce que c'est avéré? Il peut arriver, puisque l'anesthésie n'est pas sans risque. On est en science. En science, on vous dira que la réussite est à 95%. Il y a 5% où il peut y avoir des situations qui peuvent s'expliquer. Parce que ce sont des drogues qu'on utilise, ce sont des personnes qui ont leurs particularités. Donc, il y a des accidents, il y a des risques qui sont liés à la pratique de l'anesthésie. Mais est-ce que pour faire, par exemple, une anesthésie, généralement, est-ce que ça ne nécessite pas des bilans sanguins? Or, il y a des situations où on s'en va, il n'y a pas de bilan, mais on fait l'anesthésie quand même. Non. Pourquoi est-ce que ça... dans des cas, il y en a, et dans d'autres cas, il n'y en a pas? Il faut distinguer 2 situations. D'accord. Une première situation où le malade se fait opérer dans une situation d'intervention programmée.
Et puis, il y a une situation d'urgence. Dans la situation de malade programmé, il y a une consultation qui est faite où on demande des examens. D'abord, on fait une consultation dans les où on pose des questions, on demande les antécédents du malade, on fait un bilan. Et il y a des situations d'extrême urgence. Et même dans l'extrême urgence, il arrive qu'on puisse faire des examens qui sont nécessaires. Les résultats vont nous trouver au bloc, mais on y va en attendant les résultats. Parce que si on attend, on risque, le pronostic vital est engagé, on ne peut pas faire autrement. Parce que c'est vrai, je vous avoue, hein, moi j'ai un cas il y a quelques mois de quelqu'un qui avait été opéré, dit-on, de l'épaule, après un accident, après l'anesthésie, la personne ne s'est pas réveillée. On avait dit que c'était une anesthésie qui pouvait être locale, et puis malheureusement la personne ne s'est pas réveillée, ça entraînait le décès de la personne. Est-ce que c'était lié à l'anesthésie? Vous pourrez me dire un peu. Bon, je n'étais pas là, donc c'est difficile pour moi de vous répondre, mais ce sont comme je vous ai dit, c'est des produits anesthésiques qu'on utilise. Ça dépend de la... Comme je vous ai justement, vous en parlez des produits, ils viennent d'où? On les trouve où? Comment sont-ils dosés? Bon, les produits anesthésiques sont, pour ceux qui sont dans les hôpitaux généraux ou qui sont dans les structures privées, c'est dans la pharmacie. C'est à la pharmacie, c'est la PSP qui nous donne les produits. Ou alors c'est dans les officines privées. Mais ce sont des produits qui sont dangereux. Donc, il faut que ceux qui manipulent sachent de quoi ils parlent. Est-ce que vous voyez? Et puis, il y a des gestes associés. Maintenant, il y a la particularité du malade. Ici, on ne fait pas tous les bilans. Est-ce que vous voyez? Et donc, quand le malade arrive dans une situation d'urgence, il peut faire une réaction allergique. C'est pour ça que je vous ai dit que il y a toujours un risque qui est lié à l'acte qu'on pose. On n'est pas à 100% sûr. Même si actuellement, les produits sont plus travaillés, donc un peu plus maîtrisés qu'auparavant. Parce qu'auparavant, on utilisait les chloroformes et autres, mais ça a changé. Beaucoup de choses ont changé. Mais ces produits sont fabriqués en Côte d'Ivoire? Non, les produits ne sont pas fabriqués en Côte d'Ivoire. Et quels sont les différents types d'anesthésie qui existent? Bon, il y a plusieurs types d'anesthésie, mais chez nous, couramment, on fait l'anesthésie générale, l'anesthésie locale et loco-régionale. L'anesthésie générale, c'est quoi? C'est quand on endort complètement le sujet. Vous venez pour une intervention, on vous endort. Pendant l'intervention, vous n'assistez à rien, vous vous réveillez. Et vous n'avez pas mal, vous ne vous rappelez pas de ce qui s'est passé. Et puis l'anesthésie locale, elle, ça se fait, loco-régionale, c'est une anesthésie régionale, partielle, si vous voulez. Et là, par exemple, je vous donne le cas des césariennes. On fait une anesthésie rachidienne, on fait une injection au niveau des vecteurs lombaires dans le liquide céphalo-rachidien. Pour anesthésier la partie inférieure, on vous opère, on fait de grandes incisions. Vous voyez tout ce qui, vous sentez qu'on vous touche, vous voyez tout ce qui se passe, mais vous n'avez pas mal. Voilà. Je vais vous donner un ressenti du public. Aujourd'hui, vous arrivez dans un hôpital, dans une clinique, vous apercevez Dr Godji. Pardonnez-moi, mais on sent de l'expérience. Et puis, les gens disent, non, on ne veut pas les jeunes, là. Est-ce que c'est bien que les gens ont que les gens aient ce réflexe-là aujourd'hui en imaginant que les jeunes sont peut-être, il y a une petite suspicion de peut-être pas bien formés, non? Non, ce n'est pas le cas. Il faut battre ça en brèche. Non, nous tous, nous avons été très, très bien formés. Mais peut-être que, comme vous le dites, quand on voit le sujet âgé, on se dit qu'il a plus d'expérience que l'autre. Mais nous tous, nous avons été très bien formés. Mais docteur, moi, je voulais aller un peu dans la science-fiction parce que j'aime bien Dr House et puis j'aime bien tout ce qui est médical. Oui. Souvent, dans ces films, on voit qu'en pleine opération, malgré l'anesthésie, il y a des malades qui se réveillent en pleine opération. Est-ce que pour l'expérience que vous avez déjà vécu ce genre de situation et comment est-ce que vous avez réagi rapidement? En fait, l'anesthésie a différentes étapes. C'est que dès qu'on commence, on peut faire une anesthésie intraveineuse, c'est-à-dire qu'on peut faire injecter des produits. Et ensuite, pour maintenir l'anesthésie, c'est un gaz qui permet de maintenir l'anesthésie. Il peut arriver que le gaz ne soit pas suffisant. À ce moment-là, on complète. Mais c'est assez rare. C'est des choses qui se faisaient avant. Maintenant, c'est vraiment... C'est très poussé aujourd'hui. Voilà. On est arrivé à un certain niveau avec des produits qui sont vraiment très efficaces. Vraiment, c'est... Bon, à ma connaissance... Non, je vais même retirer la parole à Daouda parce que c'est à lui, il est capable de nous sortir Batman. Ça, Dr House, ça va. Allez-y, le malade qui sort avec des ailes. Alors, madame, je voulais juste savoir le nombre d'anesthésistes
Est-ce que vous avez idée, oui, en Côte d'Ivoire, Oui, est-ce en que Côte tous les d'Ivoire, hôpitaux en sont pourvus? En Côte Bonne d'Ivoire, question, c'est une très bonne question. En Côte d'Ivoire, on est environ, selon les dernières estimations, date de 2022, environ 140. Seulement? Vous êtes 140 Oui, dans toute la 140 Côte d'Ivoire. Pour 30 ben. millions d'habitants. Ça fait un ratio d'environ 0,46, si ma mémoire est bonne, pour 100 000 habitants. La question, c'est pourquoi? Pourquoi? Est-ce que les gens ne choisissent pas cette option? Qu'est-ce qui justifie, selon vous, le fait qu'il y ait très peu d'anesthésistes en Côte d'Ivoire? Bon, il y a très peu d'anesthésie parce que c'est une branche qui est très contraignante. Vous êtes au centre de toutes les activités dans les hôpitaux parce que vous êtes sollicité par tous les services. Vous êtes de garde, vous êtes d'astreinte de façon Naturel. Oui, Permanent. à tout moment. Et donc, c'est vraiment très contraignant. Je vais vous aider avec la dernière phrase. Vous avez dit tout ça. Peut-être que vous n'êtes pas aussi payé. Voilà, c'est ça aussi, Et puis, ce les conditions de côté. travail aussi. On n'est pas Rémunéré à la reconnu, hauteur. on n'est pas rémunéré, on n'est pas reconnu à la Valorisé. hauteur de ce qu'on fait. Et ça fait que les jeunes ne se fatiguent pas, comme ils le disent souvent, à venir embrasser Conséquence, puisqu'on en parle directement, conséquence, il y a souvent des désertions des hôpitaux pour les cliniques où c'est peut-être un tout petit peu payé parce que je sais que par exemple, il y a des moments où on attend l'anesthésiste pour pouvoir faire une opération qui quitte dans un CHU quelque part pour venir apporter son expertise ou avoir mieux. Ça, il faut- Et même peut-être le pire des cas, c'est face à cette situation salariale et peut-être aux conditions de travail détestables, l'exode. Oui. Est-ce que vous avez connu Oui. parmi vous des Oui. collègues qui ont plié Oui. bagages pour aller au Canada, en France et oui, ailleurs? oui, il y en a. Et tout récemment, on a eu des offres d'emploi venant de la France, je pense. Un besoin de 48 anesthésistes. nous, on a Bon, que vous imaginez, si 48 s'en vont, Bon, donc on il va aura que rester combien? 92. Hein? Voilà, donc c'est super. dans cette situation qu'on est. Mais qu'est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que doyenne, vous faites pour pouvoir retenir les nouveaux anesthésistes qui arrivent ou les jeunes qui sont encore là pour ne pas qu'ils partent? Et puis Parce que- inciter les autres. Hein, Mais vous voyez, c'est pour ceux qui font de l'économie, c'est une question de marché de l'offre et de la demande, n'est-ce Tout pas? simplement, ouais. Vous avez vu qu'avec la pandémie à Covid-19, les anesthésistes ont été sollicités partout dans le monde entier. C'est un service c'est une spécialité qui est demandée. Mais quand c'est demandé comme ça, je pense que l'État aussi doit faire quelque chose dans ce sens. Et jusque-là, on ne voit pas l'État réagir dans ce sens. Quand vous dites on ne voit pas l'État réagir dans ce sens, qu'est-ce qui n'est pas fait, par exemple? Par exemple, l'emploi, La de revalorisation des salaires. la révalorisation des salaires. Ce qui est important, ce qui est précieux, on prend soin. Si vous formez, vous éduquez votre enfant, vous prenez soin de votre enfant, au moment où il doit produire, vous le négligez. Quelqu'un d'autre qui n'a pas fait tous ces efforts, qu'est-ce qu'il fait? Mais il va récupérer votre enfant. Et c'est vous qui aurez perdu. C'est en fait ça. Parce que je vous dis juste quelque chose, c'est que le médecin généraliste a le même salaire que le médecin spécialiste. On a le même profil de carrière. Donc, que vous soyez spécialiste ou que vous soyez généraliste, c'est la même chose. ce qui n'est Pourquoi pas je vais me normal. fatiguer pour aller faire une spécialité alors que je n'aurai pas. Donc, je préfère rester où on ne va pas me réveiller la nuit, on ne va pas me stresser. Mais attends. Alors que le spécialiste, ça fait 2 ou 3 années de Il a plus. fait 4 années de plus. 4 années de plus, voilà, avant années la de plus. spécialisation. Ouais. Mais du coup, pourquoi est-ce que votre voix n'est pas entendue? Est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous avez des actions que vous menez pour Déjà faire entendre organisé, votre hein, voix je pense voilà, que au niveau de organisé va l'État? rassembler tout ça. Syndicat, Oui, par exemple. oui, on s'est organisé. Nous, à notre niveau, on a créé le syndicat des médecins anesthésistes réanimateurs. Très bien. Et les gynécologues aussi ont créé un syndicat, le syndicat des gynécologues obstétriciens de Côte d'Ivoire. Et nous avons convenu de faire une fêtière qui s'appelle la CILI, la Convention des syndicats libres et responsables. Est-ce que vous avez déjà été reçu, pardon? Allez-y, Merci. Brice, Est-ce que, pardon. voilà, je crois qu'on a la même idée. Est-ce que vous avez été reçu par C'est exactement. le ministre de la Santé? Non, jusque-là, on n'a pas été reçus. Est-ce que vous avez souhaité être reçu par lui? Oui, on a souhaité être reçus par lui. Bon, son DICAB nous a reçus. Mais lui-même ne nous a pas encore reçus. Le DIRCA vous a rassuré également que vos préoccupations étaient prises en compte. Enfin, il nous a dit qu'on avait raison sur ce dont on parlait, sur ce pourquoi on se plaignait. Et on l'a vu, ça va faire bientôt 2 semaines, si je ne me trompe pas. Très bien. Il y a encore de Bon, l'espoir. il ne nous est pas encore revenu. Bon, on n'a pas encore la suite.
On espère qu'une solution sera trouvée. Est-ce que vous vous sentez concerné, je parle de votre syndicat ou de votre fêtière, par la trêve sociale décrétée par le gouvernement et les syndicats? Parce que du coup, vos revendications risquent de ne pas être entendues avant longtemps. Oui. Soyez pas pessimiste, Alain. Il y a de l'espoir. Oui, en fait, je veux rebondir sur ce dont vous parliez tout à l'heure. Lorsque nous avons rencontré le directeur du cabinet du ministre de la Santé, nous avons fait part du fait qu'il y a un comité de dialogue social qui a été prôné par le président de la République et que nous souhaiterons intégrer ce comité pour pouvoir porter la voix des spécialistes. Parce que nous, on parle en tant que syndicat des médecins anesthésies réanimateurs, il y a le syndicat des gynécos, il y a d'autres spécialités qui existent. Et de plus en plus, il y a la fuite des cerveaux. Mais il faut que les problèmes ou bien les difficultés qui font que les autres s'en vont ailleurs, on puisse régler ce problème-là. Mais bon, on nous a dit jusque-là, on ne nous a pas encore répondu favorablement par rapport à ça. Est-ce que vous envisagez des actions? Nos actions, c'est discuter. Nous prenons le dialogue. Pas de grève, pas d'arrêt de travail, ça c'est pas encore pour à l'instant, l'ordre du jour. À l'heure actuelle, à l'état actuel, on discute. Porté par votre... Voilà. Puis également, j'ai envie de dire porté par votre serment. Hein, parce que vous savez bien qu'entre vos mains, il y a, déjà vous n'êtes pas nombreux, donc vous devez faire quasiment des miracles pour sauver des vies. Si vous mettez en arrêt de travail, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, ça peut être compliqué. Mais je crois que vous prenez toute la mesure et toute la responsabilité. Oui, nous prenons bien la mesure. C'est pourquoi nous discutons. C'est ça. Jusque-là, nous ne faisons que discuter. Nous nous rapprochons des autorités pour leur expliquer la situation dans laquelle nous sommes et quelles sont les solutions qu'il faut trouver pour ne pas que le désert déjà médical qui existe ne soit plus grave que ce qu'il en est actuellement. Il y a un peu de sensibilisation aussi, un peu de séduction à faire certainement au niveau des facultés pour inciter des jeunes à se tourner vers cette... Parce que bon, enfin je dis ça en même temps, puis je dis bon, vous allez séduire les gens, ils vont vous dire bon tout ça c'est bien, mais après... Ben oui, mais c'est ce qu'ils nous disent. Mais vous dormez à l'hôpital pratiquement, vous n'avez pas de vie de famille, vous êtes tout le temps stressé. Parfois, vous êtes en train de manger avec vos enfants, vous appellent, venez, il y a une urgence. Il faut courir pour y aller. Vous êtes de garde. Je vous prends par exemple le cas de celui qui est à Korogo. Il est seul, anesthésie réanimateur à Korogo. Wow. Vous imaginez? Il est seul. Il est seul. C'est-à-dire le jour où il tombe malade. Mais il y a un problème. Toute la ville est malade. C'est ça. Mais oui, vous voyez qu'il y a un véritable problème. Mais moi, il y a un point qui m'inquiète. Oui. Les médicaments, vous avez dit qu'ils ne sont pas fabriqués ici, ils sont importés. Est-ce qu'il est arrivé un moment où il n'y avait pas de médicaments, il y avait une pénurie, en fait, il y avait une rupture, notamment peut-être pendant la période Covid-19, hein, voilà. Oui, il est arrivé, plusieurs fois où on a eu un déficit de drogue analgésique. Et là, c'était difficile. Donc, il a fallu trouver des alternatives. Utiliser d'autres drogues pour essayer de compenser. Mais vous voyez, l'anesthésie, c'est pour ça qu'on fait la consultation pré-anesthésie. On ne peut pas appliquer la même anesthésie à Pierre et à Paul. C'est en fonction du résultat de la consultation pré-anesthésique qu'on va vous dire tel produit, on peut l'utiliser sur par exemple, celui qui est hypertendu. On ne peut pas utiliser le même produit que celui qui est diabétique et ainsi de suite. C'est en fonction du patient, des antécédents du patient, pour utiliser, j'espère que les gens comprennent bien ce que je dis, en fonction des antécédents du patient, que nous choisissons, en accord bien sûr avec le patient, que nous choisissons le type d'anesthésie. Par exemple, l'anesthésie loco-régionale, si le patient ne veut pas, on le fait, on ne va pas. Mais on essaie de le convaincre. Pour rejoindre un peu Daouda, science-fiction, est-ce qu'il est arrivé à un moment donné où il n'y a pas eu d'anesthésie, où le patient a été opéré à vif? Bon, il peut arriver. Dans ma pratique, il m'est arrivé que je reçoive une dame qui était instable. C'est-à-dire que la tension était complètement effondrée, le pouls. Et là, c'est à peine. Parce que si je mettais quoi que ce soit, j'allais la dégrader encore plus. Donc, j'étais obligée de travailler comme ça jusqu'à ce que je puisse la récupérer. C'est dans ce cadre qu'on parle de réanimation, que je puisse la réanimer correctement avant de faire quoi que ce soit. Il arrive où on ne peut même pas mettre une petite drogue. Parce que si vous mettez, vous allez faire chuter la personne. Oui. Je ne sais pas, docteur, vous me direz, les questions d'air, je crois que souvent on parle d'air, c'est ça? Les hôpitaux commandent de l'air. Est-ce que c'est de l'oxygène? L'oxygène. J'y arrive. L'oxygène. Vous utilisez de l'oxygène pour... Bien sûr.
Et justement, j'en parle parce que j'étais une fois donc en compagnie du directeur général du CHU de Treichville, qui disait que, eh bien, il arrivait souvent que l'oxygène manque. Mais s'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas faire d'intervention. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que ce sont les privés qui vous livrent l'oxygène? On paye les hôpitaux pour s'approvisionner en oxygène, par exemple? Bon, comme je sais que moi, l'hôpital me met à disposition l'oxygène et j'utilise pour mes patients. Comment ça se fait là? Vraiment, je ne peux pas, parce que je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. C'est un autre débat. Mais un hôpital sérieux ne peut pas se permettre d'avoir un déficit ou bien de manquer d'oxygène. Parce que, indépendamment du bloc, vous avez des malades graves qui sont dans les services de réanimation ou bien des enfants qui sont en pédiatrie, qui sont en train d'être transfusés, qui ont besoin d'être oxygénés pour que l'hématose se fasse normalement. Vous voyez? Pour que la transfusion se fasse normalement. Non, on ne peut pas, un hôpital sérieux ne peut pas manquer d'oxygène. Moi, je vais me renseigner et puis la prochaine fois que je serai là, il me donnera le fin mot de cette histoire. Parce que j'avais bien appréhendé la situation, je vous dirai. Alain? Oui, je vais juste poser une question à la madame. science-fiction aussi? Non, plutôt la réalité. Vous avez choisi ce métier par vocation, par passion. Pourquoi médecin anesthésiste? Je complète votre question. Par vocation, par passion, vous ne saviez pas à quoi vous deviez vous attendre. Vous avez découvert la difficulté plus tard. En fait, j'ai choisi ce métier, si vous voulez, par vocation, je pourrais dire. Parce que j'ai assisté une fois, j'ai un de mes maîtres, feu le professeur Mignon-Saint. Quand j'étais en 6e année de médecine, j'ai fait mon stage, le stage de 6e année. Et au bloc opératoire, un malade a fait un arrêt cardiaque. Et les gestes qu'il a posés, le malade a récupéré. Et moi, ça m'a fasciné. Je me suis dit que je dois faire cette médecine qui arrive à restaurer la vie de quelqu'un qui est en train de partir. Et c'est ce qui m'a motivé à faire. Mais bon, je ne savais pas le contexte, les difficultés, les contraintes liées à ce métier. Et puis après, je me suis rendu compte que je rendais service en faisant ce métier. Mais si vous connaissez ce qui allait arriver après, est-ce que vous allez choisir cette vocation? C'est difficile à répondre. C'est difficile. Vraiment, j'allais beaucoup réfléchir. J'allais beaucoup réfléchir. Ça, je vous assure que j'allais beaucoup réfléchir. C'est-à-dire que vous-même, au vu de toutes ces conditions-là, vous pensez peut-être à partir à l'extérieur, dans un autre pays? J'étais en France. Je suis partie faire 2 années en France, dans le cadre de ma formation. Et quand je devais rentrer, des propositions m'ont été faites. Mais quand je partais, j'ai promis à mon chef de service d'alors, le professeur Amonkou, que je partais pour venir soigner mieux les miens. Et c'est dans ce cadre-là que je suis revenue. Sinon, plusieurs propositions m'ont été faites. Très bien. Vous avez choisi le pays. Voilà. Docteur Godji, merci d'avoir été sur notre plateau. Pour qu'on en sait un peu plus sur votre métier, sur ce que vous rencontrez comme difficulté. Et surtout, nous, on a envie de vous dire bravo. Bravo, bravo docteur. Bravo. Voilà, allez, annoncez la pub pour moi. Il y a un mot qui... Ah, vous voyez. Il n'a pas de Maïmouna. Bon, il n'y a pas de Maïmouna dedans, mais bon, la loi, c'est la loi. Très bien. Retour sur le plateau du Grand Hall. Qu'Élisée Bolougo nous a rejoint. Il y a aussi Daouda, Sa Majesté, Isabelle Vauvor et Alain Toussaint. Les amis, on va regarder ce qui se passe au Sénégal. Journée mouvementée, on a envie de dire, à l'ouverture du procès d'Ousmane Sonko, Élisée Bolougo. Oui, effectivement, nous sommes en train d'assister à quelque chose dont on n'avait pas l'habitude au niveau du Sénégal, vraiment depuis quand même quelques années. Je ne sais pas si c'est l'entrée en scène de Ousmane Sonko qui déchaîne toutes ces passions-là, mais il faut dire qu'à chaque fois que Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui, je dirais, le challenger véritable du président Macky Sall, à chaque fois qu'il doit être face à la justice, c'est des mouvements de population en grande masse qui l'accompagnent. Très souvent, il y a des débordements, il y a des affrontements avec la police. Ce n'est pas un visage qu'on connaissait vraiment du Sénégal, mais malheureusement, depuis quelques années, on est très souvent abonné à ces actes de violence, d'échanges, je dirais, de projectiles entre la police et puis des manifestants. Et je crois que, ou du moins j'espère que le Sénégal saura vraiment se rattraper assez rapidement parce que jusqu'à aujourd'hui,
il constitue l'un des modèles en termes démocratiques, en tout cas sur notre continent, et on souhaiterait qu'il le reste en tout cas. En tout cas, moi, pour ce que j'ai pu voir, la vidéo que j'ai vue aujourd'hui, ça m'a un peu attristé. J'ai vu ça sur TikTok où Oumar Sonko était dans son véhicule et il voulait... Ousmane Sonko, pardon, j'ai dit Oumar, il voulait accompagner son fils à l'école, mais sa cité était barricadée. Et son fils était à l'arrière du véhicule, il ne peut pas sortir de son véhicule. Barricadé. Voilà, barricadé. Et j'avoue que c'était assez désolant pour un Sénégal qu'on nous présente comme un Sénégal de démocratie. Mais quand tu regardes les faits aussi, quand tu regardes la méthodologie de Ousmane Sonko, on se rappelle un certain Macky Sall qui a utilisé pratiquement la même théorie, la même méthodologie contre l'ex-président Wade. Il a utilisé la même chose chaque fois. Expliquez pour ceux qui ne connaissent pas la méthodologie. C'était laquelle? Non, mais parce que chaque fois, à la place de l'Obélix, il partait faire des meetings assez grands, tout et tout. Quand il y avait des situations, c'était la même situation parce que les gens se disaient que Abdoulaye Wade voulait briguer ou pas un troisième mandat. Les gens aujourd'hui au Sénégal soupçonnent Macky Sall de vouloir briguer. Donc tout ça est fait, l'un mis dans l'autre. Actuellement, c'est assez compliqué. Alors, les faits, hein, pour revenir aussi aux faits, c'est ça. Là où dans l'interprétation, la perception, les faits, Alain, que reproche-t-on à Ousmane Sonko? Ousmane Sonko aurait tenu des propos diffamatoires à l'endroit d'un ministre. En fait, il avait cité un rapport dans lequel ce ministre était indexé. Et plutôt que de citer l'inspection générale de l'État, non, plutôt de citer l'inspection générale des finances, je crois qu'il avait cité l'inspection générale de l'État. Donc le ministre estime que, ne citant pas la bonne institution, du coup, ce qu'il a dit est diffamatoire. Mais l'enjeu principal ici, c'est de le disqualifier pour la prochaine élection. Et je crois que c'est un prétexte, tout ça? Bien entendu, tout ce harcèlement judiciaire, toute cette violence qu'on exerce sur cet opposant vise uniquement à l'empêcher d'être candidat. Alors je vais vous parler tout à l'heure de science-fiction, on va revenir au fait. Oui. Alors, si quelqu'un se retrouve dans une position où il a été porté à la vindicte populaire à cause d'une erreur volontaire ou pas, est-ce qu'il a le droit de porter plainte? Non, sans forcément qu'on voit derrière ça? Non, on voit bien que l'objectif recherché ici, c'est une condamnation qui rendrait inéligible Ousmane Sonko. On voit bien, voilà, écoutez... Sur la base de faits avérés? Non, écoutez, on sait tous... Là, on a eu un député du PDCI qui avait dit que le ministre Touré était parmi les 15 derniers. Voilà, on est allé à la Cour des comptes, on a sorti le rapport pour constater qu'en fait, c'était totalement le contraire et que le ministère de la Jeunesse était plutôt bien classé. Est-ce pour cela qu'on le poursuit en justice pour diffamation? Peut-être parce que M. Mamadou Touré n'avait décidé, n'a pas décidé de porter plainte. Parce que Mamadou Touré n'a pas l'intention d'empêcher quelqu'un d'être candidat. Or, aujourd'hui, la justice, excusez-moi, malheureusement, ce n'est pas le propre du Sénégal, l'institution judiciaire est instrumentalisée à des fins politiques pour neutraliser un adversaire politique. Et je pense que la maladie du troisième mandat, malheureusement, s'est répandue comme le coronavirus dans notre sous-région. Et le Sénégal est en passe de basculer dans une violence dont il risque de ne pas sortir. Mais en fait, ce n'est pas la seule affaire judiciaire dont il est Oui, il y a l'affaire du viol, mais qui est quasiment éteinte. Non, voilà. C'est un suspens. Oui, c'est un suspens, mais bon, je pense que... Mais moi, je pense que, selon si... J'ai l'impression qu'il y a une forme d'acharnement contre la personne de Ousmane Sonko. Moi, je ne dirais pas acharnement, mais je veux dire... Si je prends l'exemple de ce que M. Alain dit concernant Mamadou Touré, techniquement, je veux dire, si tu as fait de la diffamation, je pense que ce ministre a le droit quand même, à un certain moment, de porter plainte. Mais, comme on connaît plus, quand il regarde l'intention du parti au pouvoir, qui se dit sûrement, si on le condamne, même si c'est à 3 mois, parce qu'on dit, s'il est condamné à 3 mois, ferme, il est disqualifié. Ouais. S'il est condamné à 6 mois avec sursis, il est disqualifié. Question pour tout le plateau. Pourquoi Ousmane Sonko fait tant peur, si c'est le cas en tout cas? Non, mais tout à l'heure, je l'expliquais. Aujourd'hui, Sonko, déjà, regardez-le. Hein, il incarne aujourd'hui la jeunesse. Le renouveau. Le renouveau, voilà, la jeunesse. Ce n'est pas quelqu'un qui est reconnu ou bien reconnu comme un membre d'un parti politique ancien, c'est quelqu'un qui s'est fait de lui-même, en fait, si je veux m'exprimer ainsi, et les jeunes se retrouvent en lui. Aujourd'hui, la population sénégalaise est à majorité, comme c'est la nôtre. Une partie de la jeunesse. Voilà. Oui, il y a une grande partie de la jeunesse, mais une grande partie de la jeunesse se reconnaît à lui aujourd'hui. Et comme on le sait, généralement, la jeunesse étant la plus grande tranche de la population
dans nos pays. Donc aujourd'hui, il a une popularité. Maintenant, moi je pense que ce qui fait aujourd'hui que Ousmane Sonko est plus ou moins adoubé, il y a des faits antécédents. Quand vous prenez le cas par exemple de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, Khalifa Sall qui était le challenger de Macky Sall, mais qui a subi les mêmes oppressions et qui a même fait la prison et qui aujourd'hui est complètement disqualifié, qui était quelqu'un de populaire. Khalifa Sall a déjoué quelque chose qui n'avait jamais été fait au Sénégal, c'est-à-dire prendre la mairie en tant qu'opposant au parti au pouvoir. Ça n'avait jamais été fait. Et quand il est devenu maire, quelques temps après, on a sorti un dossier de corruption. Il a fait près de 300 et quelques jours en prison. Il est sorti aujourd'hui, ça l'a disqualifié complètement de la course au pouvoir. Et donc, pour beaucoup de Sénégalais, ils se disent que Macky Sall est dans cette même dynamique-là de pouvoir toujours ostraciser ses opposants afin de rester seul. Donc, comme généralement on le sait, quand on a l'impression que quelqu'un est une victime, la population prend fait et cause pour lui. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette popularité que Sonko a. Isabelle, je vous entends sur la question, s'il vous plaît. Oui, alors, moi, je pense que tout ce qu'ils sont en train de faire ne fera que contribuer à, comment dirais-je, à sa victimisation et surtout à sa popularité. Vous également pensez qu'il y a un complot? J'ai envie de... tout ce qu'ils sont en train de faire. Oui, j'ai envie de le penser. Peut-être pas un complot, mais peut-être un harcèlement. J'ai envie de le penser, voilà, parce que ça frise en fait le harcèlement. C'est-à-dire que la moindre petite chose est prétexte en fait à le nuire, à sa personne, à nuire à son évolution politique. Mais après, j'ai envie de dire, c'est le jeu politique. Hein. Voilà, donc c'est-à-dire qu'une fois que tu rentres dans une course de jeu politique, tu dois t'attendre en fait à avoir des pots de banane. Donc c'est à toi de t'arranger pour être clean en fait de A à Z. Voilà, parce que tout dossier peut sortir contre toi. Même l'enfant de ton opposant d'aller à l'école, il y a problème. Il y a 2 semaines, il était convoqué par le juge à Dakar. Il doit se rendre de son domicile au tribunal. Il a été sorti Manu Voilà, de son la véhicule. police l'intercepte sous le prétexte qu'elle veut absolument l'escorter jusqu'au tribunal. Mais attendez, où est-ce qu'on est? Ce n'est pas normal. Il a la liberté d'aller par le moyen qu'il choisit, enfin répondre à une convocation du juge quand même. Mais voilà. après aussi... Et ils l'ont extrait, Élysée, de son véhicule, mais avec violence. Ils ont cassé les vitres pour l'extrait du véhicule et le mettre de force dans un véhicule de la police. Mais attendez quand même. Mais après aussi, après je comprends, hein, effectivement, comme je le dis, moi je ne parlerai pas de complot, mais je dirais quand même qu'il y a un peu de harcèlement contre la personne de Sonko. Mais pour être allé quand même à Dakar et puis pour avoir sondé un peu les uns et les autres, les méthodes aussi de Sonko quand même sont décriées par certaines personnes. Parce que c'est quelqu'un qui est, je ne dirais pas un général de la rue, hein, mais franchement quelqu'un qui sait placer les mots. Il faut lancer des invectives. Je viens susciter en tout cas, comment on appelle ça, susciter vraiment une vague populaire. La passion. Et voilà, des mouvements de passion, un harangueur, un peu, vraiment, pour beaucoup. Moi, je suis parti, j'ai essayé de sonder un peu le monde politique. Dans son ancienne vie. Bon, peut-être. Peut-être, voilà, peut-être. Donc, vraiment, quelque part aussi, surtout moi, j'ai échangé avec des leaders d'opposition, charismatiques même, qui ont trouvé que le petit, il avait de la suite dans les idées, mais seulement souvent, il était un peu trop, comme tout jeune, hein, un peu trop fougueux. Et lui reprochait ça, effectivement, c'est un gars de l'opposition. Lui reprochait ça, mais bon, Dieu dit que c'est de bonne guerre. Ce qu'on peut faire pour intimider aussi peut-être l'adversaire, on se dit, il faut montrer quand même qu'on a quand même du monde derrière soi. C'est un peu ça, mais vraiment, il serait bien pour le Sénégal et pour tout le continent, comme je le dis, et surtout pour la zone CEDEAO, que les choses se stabilisent assez rapidement au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est le trophée qu'on a, à côté peut-être du Bénin, qu'on peut vraiment brandir comme des modèles de démocratie. Donc si aujourd'hui ça sombre, ça serait un peu difficile. Moi, la question que j'aimerais poser sur le sujet, c'est que, est-ce que quelque part, Macky Sall n'a pas peur que ce qui est arrivé à Maklakla arrive à Makloklo, dans la mesure où lui-même, c'est ce qu'il a fait, c'est les mêmes propos plus ou moins fougueux qu'il a tenus à la place de l'Obélix pendant longtemps, avant de prendre le pouvoir. Est-ce qu'il a subi ce que subit ou ce que vit je ne dirais pas justice, mais il y a eu qu'à un moment donné, un peu d'acharnement contre Macky Sall quand même. Voilà, donc du coup, c'est la même méthodologie. Quand tu regardes comment toi-même tu as pris le pouvoir. Non, je ne pense pas que ce soit la même chose. Parce que Macky, quand même l'histoire de Macky, il faut la dire. Macky, quand même, faisait partie du parti de Wade. Oui. Voilà, il a été même ministre de Wade, il a vécu un certain nombre de ce qui n'est pas le cas de Sonko. Sonko, vraiment, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ils n'ont rien en commun. Macky, il a quitté Wade et il s'est allié avec un certain nombre d'opposants. C'est vrai, mais Macky, même s'il suscitait beaucoup de passion, mais vraiment, on n'avait pas ces scènes aussi, je dirais, d'extrême violence comme ça sous Macky. Donc, quelque part, je me dis qu'on est en train de prendre un virage
qui n'est pas vraiment ce qu'on a. Avec Termine, s'il vous plaît. oui, avec Sonko, c'est que l'empêchement de réunir ses partisans est systématique. Il y a 3-4 semaines en Casamance, il avait quasiment été empêché. Ils ont dû faire le meeting dans la rue. Et il y a quelques jours à Dakar, il avait un rassemblement dans un stade et la police a quasiment barré les accès au stade. Mais pourquoi? Vous voyez? Donc, en tout cas, ça nous préoccupe parce qu'on aime le Sénégal et les Sénégalais. Des impôts, en tout cas, il travaille, voilà. il est vraiment fougueux. C'est ça. Voilà. Et comme c'est le Sénégal, on est concerné. Hein. Exactement, exactement. En tout cas, personne n'est heureux de voir la case de son voisin brûlée. Et les images qu'on a vues ou qu'on voit, les images de violence donc, que nous voyons du Sénégal, nous attristent. On espère que le pays va sortir de cette phase de tourmente. La loi, c'est la loi. Hein, et la loi, c'est la loi. C'est le prochain rendez-vous qu'on vous propose à cette émission. C'est maintenant. Donc à chaque fois, on va publier affiche d'enfant qui a disparu. À chaque fois. Les enfants ne peuvent même plus s'épanouir. Ils ne peuvent pas jouer en paix. À cause des bad guys. C'est en anglais. Bad guys là, ça veut dire mauvais gars. Aujourd'hui là, on va parler des enlèvements d'enfants. Générique. Mauvais garçon, mauvais. Mauvais garçon, mauvais. Mauvais garçon, mauvais. 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 Si on veut regarder les statistiques, mais on va pleurer. On va beaucoup pleurer. Et on va très pleurer. Il y a fête, enfant disparaît. Il y a élection, enfant disparaît. Même s'il n'y a rien encore, enfant disparaît. Shipper, le volet d'enfants. Selon les dispositions de l'article 430 du Code pénal ivoirien, quiconque, sans fraude ou violence, enlève, sous quelque forme que ce soit, des mineurs des lieux où ils étaient placés, sous l'autorité ou la direction desquels ils étaient soumis, est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 50 millions. C'est pas encore fini. Si le mineur enlevé à 15 ans, la peine est portée au maximum. Je répète, si le mineur a 15 ans, la peine est portée au maximum. Ça veut simplement dire, quand tu vois l'enfant des gens, c'est puni par la loi. Et puis, si l'enfant a 15 ans, ça gonfle comme ça. Regardez, laissez enfant des gens. Arrêtez de voler enfant des gens. Faites pour vous. Et la loi, c'est la loi. On a payé manger. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus revenue. Il la recherche partout. Il a fait tout. Il a fait déclaration partout. Qu'il la cherche. Moi, en tout cas, toutes les questions qui touchent aux enfants, en tout cas, me touchent. C'est le cas de le dire. Et là, on parle d'enlèvement d'enfants. Ça existe beaucoup. Ça existe, oui, on parle d'enlèvement d'enfants. On voit des nounous qui enlèvent les enfants des gens, ou bien des gens même qui viennent carrément prendre les enfants des gens. On les retrouve dans une autre ville, on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est assez bizarre. Après, c'est de rappeler, d'insister sur la vigilance, parce que c'est vrai qu'il y a des familles où, à leur corps défendant, les gens sont obligés, même on est obligé aujourd'hui, disons-le globalement, de confier la vie de nos enfants à des étrangers. À des tierces. Voilà, à des tierces, on va dire des tierces. Et en parlant de ça, moi j'ai un témoignage parce que j'ai une amie en fait qui en a été victime, c'est-à-dire qu'elle était au travail, son enfant était avec la servante, enfin la nounou, et il y a des gens qui passaient, qui ont proposé à la nounou une forte somme d'argent en échange de l'enfant. Quand on sait à combien les nounous sont payés aujourd'hui, quand on a ce type de propositions, elles sont vite acceptées, en tout cas pour la nounou qui n'est pas d'un certain niveau d'éducation, tout ça, c'est de l'argent facile, voilà. Donc, et après, le danger, c'est que c'est des personnes dont on ne connaît pas, il n'y a pas de vraie traçabilité. Non, heureusement pour elle, non. Ok. Faites attention, faisons attention et prenons soin de nos enfants. Prenons soin de nos enfants. Le JT, cette fois, c'est maintenant. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie. Merci de rester connectés, de regarder le JT que présentait Sharon Camara demain. Prochaine escale JT, 12h45 minutes. Isabelle Vauvant, vous êtes passée par le JT aussi. Oui, tout Belle à fait. expérience. Oui, tout On à a fait. apprécié. Mais en fait, moi, mon registre de base, c'est le JT. Ah oui, d'accord. Mais bon, vous à côté de nous, ça nous fait plaisir. Oui. C'est bien. Vous êtes multiforme, multidimensionnel, Avec ces katanas. Ça, c'est quoi ça encore? Les katanas. Ouais, c'est les katanas. Ah, vous avez des katanas? Je ne sais pas ce que c'est. Les katanas qui déchirent les affiches. Non mais, elle est bonne celle-là, Daouda. En fait, j'ai pas mes
fiches, sinon je te Il les y a aurais. une série qui s'appelait, oui, parce que c'est un moment de télévision, c'est un moment culte de la télévision. On vous a tous vu en train de balancer des fiches sur Daouda. Qui préférait, je suis d'accord, hein, qui préférait des choses pas vraies sur vous. Bah oui. Pas préparé. Non, attends, Daouda, tu vas pas remettre le couvert. Non, Bon, mais tu vas... allez, on va s'intéresser à autre chose. Élisée Boulouboué, plus sérieusement, lui, nous parle de la vie de la nation. Ça n'a rien à voir avec le poulet. Élisée Boulouboué, de quoi vous nous parlez ce soir? D'accord. Pour ce soir, nous allons parler, dans le cadre de la vie de la nation, de la protection et de la promotion des droits des femmes. Vous savez qu'on est en masse, le mois des femmes. Et donc, pour rendre hommage à ces dames-là, j'ai décidé en tout cas de parler de l'état des lieux en Côte d'Ivoire sur la protection et la promotion des droits des femmes. Okay. Surtout durant ces dernières décennies. Donc après Strass et Payette le 8 mars dernier, je crois que le moment est arrivé en tout cas de faire le bilan sur les acquis des droits des femmes en Côte d'Ivoire durant cette dernière décennie. Déjà, de prime abord, il faut retenir qu'en Côte d'Ivoire, depuis la décennie, beaucoup d'efforts ont été faits en ce qui concerne la promotion et la protection des droits des femmes. Pour s'en convaincre, il suffit juste de regarder ces différentes lois qui ont été prises en faveur, en tout cas, des femmes. Nous avons, par exemple, pour assurer plus de représentativité de la femme dans le jeu politique, la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019, qui impose désormais aux partis politiques un quota de 30% de femmes dans la liste des candidats aux élections législatives et locales. Quand bien même les partis peinent à respecter cela, il est important de signaler que c'est la loi. Donc, en réalité, les partis devraient s'en conformer. Nous avons aussi la loi numéro 2019 du 26 juin 2019 relative au mariage qui interdit formellement le mariage des mineurs et améliore le statut de la femme qui peut désormais hériter au même titre que les enfants du défunt. En matière d'autorité parentale, cette même loi confère à la femme la gestion conjointe du ménage. Par le passé, la gestion du ménage était exclusivement du ressort de l'homme, mais aujourd'hui, la loi dit que la femme aussi conjointement a le droit de gérer le ménage avec l'homme. On a aussi une autre loi, celle du 26 juin 2019, portant code pénal, qui criminalise désormais le viol et punit d'une peine d'emprisonnement de 5 à 20 ans. Cette peine même peut aller jusqu'à la prison à vie lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime. La loi portant code du travail, moi c'est là en tout cas que j'ai applaudi, cette loi quand je l'ai découverte, stipule que toute femme en état de grossesse médicalement constatée peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans avoir à payer une indemnité de rupture de contrat. Aussi, selon cette loi, une femme ne peut être licenciée par son employeur parce qu'elle est enceinte. C'est important. Donc, on note que vraiment des progrès ont été enregistrés. Au niveau de la promotion, toujours des droits des femmes, ces actions qui ont été menées, toutes ces lois qui ont été prises et ces initiatives ont permis aujourd'hui d'enregistrer une réduction du taux de pauvreté au niveau de la gente féminine. Ainsi, en Côte d'Ivoire, par exemple, le taux de pauvreté des femmes est passé de 62,5% en 2008 à 56% en 2015 et à 35% en 2020. On a aussi, si vous vous rappelez bien, à l'initiative du chef de l'État, pris un ensemble de dispositifs qui permet aujourd'hui aux femmes d'intégrer l'école militaire préparatoire technique, EMPT, ce qui n'existait pas avant, et la gendarmerie nationale, qui était un corps exclusivement réservé aux hommes par le passé. Mais toutefois, ces nombreux progrès ne sauraient toutefois faire oublier que des défis restent à relever. Il y a encore des défis importants qui restent à relever, notamment au niveau de la parité homme-femme. La Côte d'Ivoire, pour rappel, enregistre aujourd'hui 16 femmes mères sur 201. Un chiffre qui est totalement dérisoire. 32 femmes députées sur 250 et 7 femmes ministres pour un gouvernement de 32 postes. Dans l'administration judiciaire, on dénomme 184 femmes magistrats pour un total de 508 magistrats. Donc il y a encore des efforts à faire, mais déjà, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes pas en une décennie sur la question de la défense et de la promotion des droits des femmes. Ah, j'ai vu de nombreux juges, qui, en tout cas au niveau de l'appareil judiciaire là, qui essaie en tout cas de donner une place de choix à la femme. Donc ce point-là, je voulais le relever. Élisée ? C'est tout. C'était tout, mais voilà. Juste pour terminer sur ça, c'est vrai que c'est tout, mais pour terminer sur ça... Je sentais qu'il y avait un truc. Non, c'est surtout la question du magistrat qu'il a évoqué qui m'a intéressé. Oui. Parce que là, il est important quand même de noter qu'on a, comme présidente de la Cour de cassation, qui est l'une des plus importantes juridictions en Côte d'Ivoire, une magistrate hors hiérarchie, en la personne de Chantal Camara. Je pense que au niveau du tribunal de San Pedro aussi, je crois que c'est une dame. Enfin, je vous dirai.
Je me Mais il y a renseigne. beaucoup de dames quand même à des postes de responsabilité. Il y a des efforts en tout cas qui sont faits, même si les défis restent encore grands. Très bien. Ok. Merci. Merci beaucoup, Élisée. Merci pour cette... J'ai un petit truc. Il est Iforchi, comment? Un petit truc. Allez-y. Élysée, c'est comme un burkinabé. On ne lui donne pas un champ, un petit morceau de forêt. Tu donnes un peu, il gratte tout. Il ne faut plus faire ça. J'avoue que moi-même, je regrette de vous avoir donné le petit peu. J'entends. Brice. J'avoue. On s'en fout. Je le regrette. Franchement, je le regrette. Bon, heureusement qu'on va oublier ce moment. Parce que nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk M. Marius Komwe, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Marius. Bonsoir, cher monsieur. On est très, très heureux de vous recevoir sur le plateau. C'est plutôt nous. Hier, mercredi 15 mars, le monde entier célébrait la journée mondiale des consommateurs, des droits des consommateurs. Exactement. Comment vous avez reçu, comment je veux dire ça? Je cherche une expression consacrée, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette journée-là. Bien sûr. Cette journée, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Allez, on a trouvé la forme. Cette journée nous représente pour les organisations de consommateurs le creuset de toute la lutte pour imposer dans les différents États où le mouvement consommateur a pu s'implanter, les principes directeurs pour la protection du consommateur. En Côte d'Ivoire, les premières associations qui ont été créées en matière de défense et de protection du consommateur l'ont été dans les années 90 avec le vent du multipartisme. La première association a été d'ailleurs créée par M. Melek Todor, feu Melek Todor, qui par la suite est devenu maire de la commune de Cocody. Après donc lui, il y a eu 3 autres associations et par la suite, l'État de Côte d'Ivoire, las de discuter avec une association X et demain avec une association Y, a souhaité que les 5 premières associations qui existaient fédèrent pour créer donc une fêtière en charge donc d'être l'interlocutrice des consommateurs et des consommatrices ivoiriens devant les pouvoirs publics. Et donc en 1999, le 22 avril 1999 plus précisément, a été créée la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, à l'époque dirigée par feu Maître Ngoranda, celui-là même qui nous a tout donné, qui nous a tout appris dans la défense des droits et la protection des intérêts des consommateurs. Donc cette journée nous permet de nous rappeler de tous nos aînés, de nos dévanciers qui ont mené la lutte pour que justement les droits du consommateur aient un écho favorable auprès des décideurs qui, par le passé, dans les années 90, nous voyaient comme des empêcheurs de tourner en rond. Nous voyions comme des adversaires et nous empêchaient même, à la limite, de pouvoir nous exprimer. Nous n'étions point associés à aucune instance de décision. Nous n'étions point associés dans les instances où les décisions étaient prises, soit pour le consommateur, souvent même contre le consommateur. Mais avec le travail abattu depuis des années, eh bien, de plus en plus, dans nos États, tant en Côte d'Ivoire, parce que je rappelle qu'au-delà de ma qualité de responsable d'organisation de consommateurs nationale, je suis également l'un des responsables, sinon le secrétaire exécutif du réseau des organisations de consommateurs de la CEDEAO. Donc les 15 États de la CEDEAO, plus la Mauritanie. Donc je coordonne toutes les activités et donc je sais ce qui se passe dans les autres pays. Autant je sais ce qui se passe chez moi. Ça tombe très bien que vous en parliez, parce que j'ai l'impression que vous avez arrêté le film à une séquence ou un épisode qui vous arrangeait. Juste après ce que vous nous avez dit, on avait l'impression que tout allait bien. Et puis aujourd'hui, on a plusieurs fédérations. Oui, écoute, soyez rassurés d'une chose. La multiplicité d'organisations de consommateurs, y compris de fêtières, ne nuit en aucun cas ou ne devrait point nuire au bon fonctionnement du mouvement consommateur. Seulement si toutes ces organisations, on ne dirait pas parler d'une même voix, regardaient peut-être dans la même direction, parce que souvent on a vraiment l'impression qu'elles-mêmes se font un peu la guerre. Soyez rassurés d'une chose, moi je suis venu au mouvement consommateur avec le mouvement ivoirien des consommateurs d'œuvres de presse. C'est l'organisation qui m'a révélé à la nation ivoirienne. Et j'avais en charge la défense des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de Côte d'Ivoire. En cette qualité, nous avons réussi à imposer à l'État de nous rendre compte de ce que nous payons comme redevance audiovisuelle à nos médias d'État. Vous dites imposer? Oui, nous avons imposé. Oui, parce que nous payons et donc l'État a une obligation qui est celle de la redevabilité.
Si nous payons, l'État doit nous rendre compte de l'utilisation de notre argent. Et comment il est utilisé? Soyez rassurés, à l'époque, la structure à laquelle l'État de Côte d'Ivoire a donné la possibilité de recueillir ses fonds, donc la redevance audiovisuelle sur nos factures, nous avait annoncé que 300 000 Ivoiriens étaient assujettis à cette redevance et la payaient. Mais aujourd'hui, cette structure qui nous avait annoncé hier 300 000 abonnés qui payent la redevance, aujourd'hui, a plus de 3 millions d'abonnés. C'est ça. Alors, donc, le chiffre est colossal. Il va falloir nous rendre compte véritablement de l'utilisation parce qu'au final, nous constatons que de nouvelles chaînes de télévision, comme par exemple La Boîte, sont nées. Et le secteur audiovisuel a connu un changement. Donc, notre redevance audiovisuelle devrait servir également à toutes les chaînes qui permettent aux Ivoiriens d'être informés, d'être éduqués et d'être orientés sur la vie de la nation. Ça, c'est notre position. Et donc, nous continuerons à mener ce combat auprès des décideurs pour leur faire entendre justement cette raison qui, ma foi, reste encore d'actualité parce que aujourd'hui, quand vous regardez sur les antennes de télévision, on met les codes signalétiques interdits à moins de 10 ans, interdits à moins de 15 ans, interdits à moins de 12 ans. Il y a un individu qui a été à la base de cela, c'est moi. Très bien. Au cours d'ateliers et séminaires que nous avons menés aux côtés du ministère de la Communication, nous avons demandé que certains films qui sont diffusés sur les antennes de nos médias, qui ne devraient pas être regardés par la petite enfance, soient donc signalés aux parents par des codes signalétiques. Et cela a été compris. Aujourd'hui, vous avez gagné ce combat, mais aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la vie des consommateurs en Côte d'Ivoire? Au niveau étatique, il faut reconnaître que les consommateurs, à travers leurs organisations, sont de plus en plus associés à la prise de décisions. Okay. Mais je peux vous certifier que nos gouvernants encore traînent le pas pour comprendre la nécessité de collaborer véritablement avec les organisations de consommateurs. En effet, vous constaterez avec nous que malgré tout ce qu'on nous reproche, mais nous ne sommes pas financés par aucun centime du contribuable ivoirien, par les finances de l'État. Nous ne touchons aucun rond des finances de l'État, en tout cas en ce qui concerne l'organisation que je dirige. Oui, parce que quand vous dites ça, M. Komoué, pour avoir assisté à la cérémonie donc, de commémoration de la Journée mondiale des consommateurs, les organisations, les fédérations ont reçu du gouvernement ivoirien un soutien. Vous n'étiez pas présent. Ben, si vous l'avez dit, moi je n'y étais pas. Pourquoi? Mon organisation encore moins. Alors, non, pas parce que je n'ai pas été invité. Parce que quand vous dites que vous n'êtes pas soutenu, vous n'avez aucun centime, je crois que vous avez reçu, enfin les organisations présentes ont reçu un soutien. Mais moi, je n'ai pas reçu de soutien, je n'y étais pas. Pourquoi vous n'avez pas été convié? Nous y avons été conviés. Oui. Seulement, dans l'organisation pratique de cette journée, eh bien, nous avons été confrontés à un certain nombre de hicks, un certain nombre de situations qui ne nous permettaient pas d'être là. Donc, on a préféré... Mais monsieur, ne faisons pas la langue de bois. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui... C'est hic, c'était quoi? On est devant les Ivoiriens, dites-le clairement. De toutes les façons, soyez rassurés d'une chose. Je n'ai jamais parlé avec la langue de bois. Mais c'est pour ça que je vous aime d'ailleurs. Alors, soyez rassurés d'une chose, c'est que moi, je suis appelé à une discussion. Je donne mon accord pour le compte de mon organisation d'être présent à une journée organisée par le ministère technique de tutelle. Le ministère du Commerce? Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. À la veille de la cérémonie, l'on m'informe qu'une décision a été arrêtée par un certain nombre de présidents d'associations de consommateurs désignant quelqu'un que moi j'ai formé, qui devrait parler à notre nom. Moi, je n'ai pas pris part à la désignation d'un individu qui doit parler au nom d'une fêtière comme la mienne, qui est très représentative au niveau national. Donc, ce qu'il va dire là engage ma fêtière. Ce qu'il va dire engage mes membres. J'aurais bien voulu être associé à sa désignation. Je n'ai pas été convié à cette réunion. Pour qu'on soit beaucoup plus cohérent, moi je pense que pour qu'on soit beaucoup plus cohérent, est-ce qu'en réalité la journée internationale des consommateurs devait être organisée par des pouvoirs publics plutôt que par des associations ou des fédérations de consommateurs? Dans les faits, cela n'est pas mauvais. Que l'État décide quand même de nous accompagner en nous aidant à l'organisation de la journée. Cela n'est pas mauvais. De vous accompagner, pas d'organiser pour vous inviter de nous comme accompagner. Invité. Voilà. Et en la matière, c'est le Conseil national de lutte contre la vie chère qui avait le lead. Okay.
et qui a bien voulu nous accompagner dans l'organisation. L'État ne s'est pas substitué aux associations. Okay, l'État a décidé de nous accompagner. Et à la matière, l'État a donc pris le palais de la culture, nous a offert le palais de la culture, les stands, et nous a permis donc de mobiliser nos bases pour cette journée-là. Et ça, il faut saluer cette initiative. Donc, ce qui vous a dérangé, c'est le fait... Alors, donc, c'est la désignation du représentant, de celui qui devrait porter la voix de tous les consommateurs. Mais qui l'a désigné? Un groupe d'individus dont nous ne nous reconnaissons point. Wow. Voilà. Mais justement, tout à l'heure, vous parliez du fait que la multiplicité d'organisations n'était pas un souci. Mais là, visiblement, il y a un souci. Non, non, ça n'a rien à voir. La multiplicité ne constitue pas un souci. Mais lorsque, par exemple, il est dit que les organisations de consommateurs doivent avoir un représentant qui s'exprimera devant le ministre et les autorités qui sont invitées à cette cérémonie, mais au moins le représentant là, qu'il soit l'émanation du choix de tous. Mais il y en avait 4 ou 5 qui avaient accepté que ce représentant soit celui qu'on a vu s'exprimer, à part vous. Le problème, est-ce que vous n'avez pas été gêné du fait que ce ne soit pas vous? Je ne suis jamais arc-bouté. D'ailleurs, le mouvement consommateur, c'est moi qui ai fait la promotion de ces jeunes. C'est moi qui les ai formés. Ils n'avaient aucune notion des principes directeurs pour la protection du consommateur. Même moi-même qui vous parle, j'ai été aussi formé par feu Maître Ngoranda. Donc c'est une continuité. Mais j'ai dit, la logique voudrait que nous sommes dans le cadre d'une structure qui est très présente au niveau national. Très bien. Et donc, je ne peux pas accepter qu'en lieu et place du leader que je suis de ma structure, élu à une assemblée générale, à un congrès, eh bien, je ne peux pas dire à mes membres que cet individu qui parle à notre nom, son choix n'a pas été fait avec notre accord. Parce que moi, je rends compte justement de ma gestion de notre entité à ma base et donc aux instances dirigeantes de ma structure. Et donc, si un individu a été choisi par des tiers sans que nous ayons été associés... Les tiers, je crois que c'est les tiers qui sont présidents de votre fédération. Non, il ne peut que s'exprimer pour le compte de ceux qui l'ont choisi et non pour le compte de ceux qui ne l'ont pas choisi. Vous ne laissez pas le sort des consommateurs que nous sommes, tu vois, sur l'autel de vos égos finalement. Est-ce que ce n'est pas un problème d'ego? Non, malheureusement, non, heureusement, j'allais dire. Parce que, croyez-moi, moi, j'ai toujours été au paroxysme du combat. Je ne joue pas, je ne blague pas avec les questions de défense des droits et de protection des intérêts des consommateurs. Depuis des régimes précédents jusqu'à ce régime-ci, à la matière, mon engagement, ma disponibilité ne souffre d'aucune ambiguïté. Très bien, M. Komri. On va sortir justement, on l'a bien entendu, on va sortir de la question personnelle pour évoquer justement les points que les consommateurs attendent de vous, parce que c'est quand même la journée des droits des consommateurs. Lisez votre question. Voilà. M. Komri, on fait un constat, et je pense que vous aussi, vous le faites comme nous. On se rend compte que quand même certains produits ont enregistré des hausses, que ce soit des produits vivriers, que ce soit des produits, je dirais, ménagers, en tout cas un ensemble de produits a subi une hausse. C'est vrai qu'on nous a évoqué, de la part des pouvoirs publics, la question de la crise en Ukraine et puis la question de la pluviométrie, le changement climatique, un ensemble de problèmes. Vous, est-ce que vous faites ce même constat que nous? Et quand vous faites ce constat, quelle est votre démarche aujourd'hui? Je vais être franc encore une fois avec vous. Oui. La crise de la Covid a eu des répercussions néfastes sur nos économies au niveau mondial, c'est connu. Okay. La crise ukrainienne également. Mais bien avant ça, il y a eu la crise irakienne, qu'on ne dit pas souvent assez, qui a eu aussi des répercussions au niveau du coût du carburant. On s'en souvient à l'époque, y compris l'électricité. Bref, la question du vivrier, par exemple, qui suscite tant de passions, mais n'oubliez pas que c'est des produits saisonniers. N'empêche que l'État, pour nous, avait la capacité, ou a toujours cette capacité, de réguler le secteur. Pourquoi ne pas vendre, par exemple, le vivrier aujourd'hui au kilo? Madame Feu Irielou Colette en avait fait son combat. Et elle s'est battue jusqu'à son dernier souffle pour que, justement, sur nos marchés, les étals de nos marchés et autres, eh bien, le vivrier soit vendu au kilo.
de sorte que les populations puissent faire des approvisionnements et au juste prix, puisque les kilos auraient eu l'avantage d'être contrôlés, que de voir des individus aller payer des sacs de piments, de tomates à 1000 francs bord champ et revenir vendre ça sur le marché national à 10 000, 15 000, 20 000 francs avec des tas de 3 piments à 100, à 200, de 4 piments à 500. Pourquoi? Or, un kilo, l'État avait la capacité, à travers la métrologie, de venir contrôler les bascules. Ça, c'est un. Du 2, le consommateur aurait payé le juste prix de ce qu'il devrait payer à travers une balance juste. Voilà ce que nous disions. Bon, concernant par exemple le cas du carburant, qui a suscité également autant de passion. C'est ça. Mais nous sommes un pays presque pas producteur de pétrole. Et ça, il faut qu'on dise cette vérité aux Ivoiriens. Au lieu de faire croire que nous sommes un pays producteur de pétrole. Parce que ce que nous produisons, là, en brut, là, on envoie ça ailleurs, ça transforme comme le café et le cacao, puis on revient nous vendre. Cela dit, nous avons dit à l'État, pour ne pas que le super sans plomb atteigne le prix de 1000 et quelques, 1014 francs très exactement, que vous voulez pratiquer, pour ne pas qu'on se retrouve à payer 925 francs de gasoil, du prix du litre de gasoil, nous vous supplions de prendre en charge, en subventionnant le prix du super sans plomb et du gasoil à la pompe. De sorte à nous permettre Ce que le gouvernement a fait, on nous parle de 700 milliards de subventions environ. Voilà. Merci. Mais cela découle d'une volonté des organisations des consommateurs. Alors, ça n'a pas été une mince affaire, ça a été de âpres discussions. Mais nous sommes arrivés justement à permettre à l'État de subventionner à hauteur de 55 milliards le carburant chaque mensualité. Monsieur Maurice Comé, on est en fin d'entretien, hein, mais je vais dire ce que certains Ivoiriens pensent, et justement ça vous donne l'occasion de leur répondre. De nombreux Ivoiriens pensent, en tout cas un nombre d'Ivoiriens, pensent qu'aujourd'hui leurs associations de défense des consommateurs ne fait pas bien son boulot, ne les défend pas convenablement. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? C'est des propos excessifs. Cela dénote de leur ignorance totale, de leur inculture associative, tout simplement. Je vais vous dire pourquoi. Nous disons association de consommateurs. Vous réclamez des droits, vous demandez la défense de vos droits, vous demandez la protection de vos intérêts. Quelle est votre part de responsabilité dans la lutte? Il faut d'abord adhérer aux associations. Il faut, parce que les associations fonctionnent. C'est des Ivoiriens comme tout autre. Ce n'est pas un autre groupe d'Ivoiriens différent de tous les autres. Nous subissons les mêmes peines, les mêmes déshydratats, les mêmes angoisses, les mêmes souffrances que tout un chacun en Côte d'Ivoire. Le panier de la ménagère est cher pour tout le monde. C'est parce qu'on ne veut plus vivre cette situation que nous nous sommes mis ensemble entre Ivoiriens et nous avons décidé de défendre nos droits. Vous vous reconnaissez? Vous venez adhérer et ensemble, on mène la lutte. Mais on ne s'assoit pas entre quatre murs. On ne s'assoit pas derrière un smartphone pour critiquer ceux qui prennent l'engagement au risque de se retrouver en prison pour défendre vos droits. Monsieur Maurice Comé, et puis n'oubliez pas aussi qu'il y a une loi anti-casse. D'avoir été en notre contre compagnie, tous les rassemblements publics. Donc nous sommes respectueux du droit. Merci beaucoup, monsieur Maurice Comé. Merci d'avoir été en notre compagnie. On aura d'autres occasions, on en a eu d'autres, et on aura encore des occasions de vous avoir sur le plateau pour parler de vos différentes actions. Nous, on marque notre pied à terre. Notre président, hein, on va s'excuser, vraiment, président, on va même s'excuser auprès de vous parce que le président est très occupé. Il y a beaucoup de contraintes pour le président, me signale. C'est difficile, hein, là, je suis en train de parler du président. Bon, on l'aura jeudi prochain. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur Comé. C'est plutôt moi. Merci à tous. Pause à très, très bientôt. Dieu vive le mouvement consommateur.